Bonsoir à tous et merci de nous accepter chez vous en choisissant BB24. C'est le grand rendez-vous, 4 plateaux suivis du journal, le journal qui viendra à 19h45 exactement. On parlera endométriose, métier de blogueur, on parlera également de marketing digital et pourquoi pas de soins, je dirais d'entretien bien sûr des cheveux. Les détails, c'est dans un instant. La météo d'abord. Oui, vous êtes bien évidemment sur le grand rendez-vous de BB24. On entend souvent parler de règles douloureuses, des malaises difficiles à supporter par nos chères dames. Imaginez alors une maladie dont les douleurs dépassent le degré de celle des règles douloureuses, mesdames et messieurs. Les scientifiques l'appellent tout simplement l'endométriose. Nous allons parler des manifestations de cette maladie sur Nature et Bien-être ce soir. Autant savoir va nous plonger dans une réflexion ce soir sur le métier du blogueur. Est-ce vrai que tous ceux qui ont des traces sur le web peuvent être considérés comme des blogueurs? En tout cas, c'est une interrogation. Un blogueur pro va nous aider tout à l'heure à analyser la question. Et toujours sur la toile, nous allons, au-delà bien sûr des blogs, apprendre à donner une visibilité mondiale aux entreprises à travers la mise en place, la mise en œuvre d'une stratégie marketing digitale. On fera l'exercice avec l'expert de ce grand rendez-vous et nous serons dans notre salon de beauté avec Fulgencia et son invité pour avoir bien sûr des astuces d'entretien des cheveux crépus. Le naturel sera donc ce soir sur le grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, vous aurez également le journal ce soir avec Estelle Espérance Aurore Pazou. Des fois, j'ai bien envie de dire à Pazou. Allez, pour aller plus vite, bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assium Simplice Gaba. Alors, on se retrouve ce soir sur le grand rendez-vous avec beaucoup de plaisir, mais il y aura quoi au menu du 19h45? Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Les forces navales et les acteurs de la justice veulent s'entendre sur les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre la piraterie maritime au Bénin. Lors d'une formation, ils se sont entendus sur une batterie de mesures juridiques. Une marche du cœur pour davantage lutter contre les maladies cardiovasculaires. L'initiative émane de l'ONG Tour d'Ivoire Fraîche. Plusieurs participants ont répondu présents. Et puis, que devient le pain tissé au Bénin? La modernité a-t-elle pris le pas sur ce pain qui pourtant a valeur identitaire? On en parle dans le journal et bien évidemment, ce sera à 19h45. Bien sûr, à 19h45, on vous retrouve Estelle Pazou tout à l'heure. Alors, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Sinon, nous allons ouvrir les plateaux et on commence en beauté, par beauté au pluriel.
naturel ce soir sur Beauté au pluriel. Ça parle de l'entretien des cheveux crépus. Mesdames et messieurs, comment s'y prendre en réalité? C'est à cette question que nous allons répondre juste derrière cet élément. Le passage des cheveux défrisés au naturel nécessite plus de soins et d'attention. Il convient d'apporter des soins capillaires et de nourrir le cuir chevelu. Pour embellir et renforcer leurs cheveux naturels, les femmes nappies utilisent des méthodes naturelles. Pour faire un masque à la fois hydratant et fortifiant pour mes cheveux, j'utilise du bissap que j'ai préalablement moulu avec un peu de miel et je mets sur mes cheveux, je recouvre d'un bonnet de bain, puis d'un foulard et 30 minutes après, je rince. Ça fortifie et ça hydrate en même temps. On a des trucs indispensables qui sont dans notre cuisine, comme par exemple le gombo, qu'on peut changer et en faire un gel. J'ajoute souvent un pot de yaourt nature, plus peut-être une huile et 1 à 2 cuillerées à soupe de miel. Et je pose ça sur mes cheveux, je laisse ça poser pendant 1 heure de temps maximum, le temps que la chaleur puisse agir et pénétrer les cheveux. Et après, les cheveux sont tout doux et le démêlage est facile. Pour entretenir mes cheveux, je fais souvent des soins fortifiants aux poudres indiennes. Ça booste la chevelure, ça donne du volume et c'est fortifiant, ça donne de la force à mes cheveux. En dehors de ça, je fais des soins hydratants pour adoucir, rendre un peu mou mes cheveux et tout. Les cheveux africains sont naturellement secs et ont donc besoin de soins particuliers pour être éclatants et agréables. Consulter un spécialiste des questions capillaires sur les produits adaptés à son type de cheveux est aussi nécessaire. Comment on commence ces soins-là? Par exemple, j'ai une cliente qui est là, qui a les cheveux complètement cassés parce qu'elle a été défrisée longtemps. Chaque fois qu'elle vient faire des soins, on essaye de lui couper un peu les cheveux et on lui fait des nattes pour qu'elle ne manipule pas trop les cheveux, parce que si elle manipule trop les cheveux, les cheveux vont se casser. Maintenant, quotidiennement, elle a des crèmes, des lotions que nous lui conseillons pour qu'elle puisse appliquer en massage sur le cuir chevelu. Il existe désormais une gamme variée de produits pour les cheveux crépus. Les coûts d'entretien sont désormais plus accessibles. Bien entretenir ses cheveux, c'est aussi prendre soin de sa santé. Oh là là, c'est fini. Bah. En tout cas, on a découvert des méthodes naturelles pour entretenir les cheveux crépus naturels. Quoi de plus naturel, chers téléspectateurs, vous comprenez. D'autres astuces pour vous, avec l'aide de Fleurette d'Almeida Bessovi, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'accepter notre invitation, de venir offrir en tout cas ces astuces à nos téléspectateurs. Et moi, je m'en vais vous dire félicitations. Bonsoir, Fulgencia, d'abord. Bonsoir, Asioma. Pour avoir déniché pour nous, Fleurette, ce soir, pour offrir des astuces à nos chères dames pour garder leurs cheveux naturels. Parce que j'aime voir les femmes africaines. Oui. Alors, vous avez raison. C'est bien beau d'être naturel, de garder ses cheveux naturels, mais c'est aussi mieux de les entretenir. De les entretenir. Et c'est pour cela que nous avons invité Madame Fleurette d'Almeida Bessovi. Elle est spécialiste des cheveux nappis. Elle va nous donner des astuces pour mieux entretenir ses cheveux naturels. Puisqu'elle elle est nappie. Ah ouais, c'est vrai. Alors dites-nous, pourquoi est-ce tant difficile d'entretenir ses cheveux naturels? Les cheveux naturels sont difficiles parce que la texture est complètement différente des cheveux crépus. Les cheveux défrisés, parce que les cheveux défrisés sont tout plats, tout fins. Mais le cheveu crépus, par contre, la structure du cheveu crépus est complètement différente parce qu'il y a des boucles aussi dedans qui ne facilitent pas le démêlage et tout.
Voilà. On peut dire que c'est ce qui explique le fait que d'autres femmes, tu les vois, elles te disent aujourd'hui, assume, je suis nappie, elles sont naturelles, mais un mois après, elles reviennent vers les défrisons et autres. Oui, c'est ce qui explique ça. Et c'est aussi parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas la patience de s'occuper de leurs cheveux crépus. Elles préfèrent la méthode beaucoup plus facile, les cheveux défrisés. Et quand les cheveux sont défrisés, on peut traîner un chignon toute une semaine et puis c'est plus facile. Et pourtant, à entendre les dames qu'on a interviewées, elles disent qu'elles utilisent des astuces maison, des produits qu'on a l'habitude d'utiliser à la cuisine. Bissap dans les elles cheveux. les mettent, voilà, elles les mettent dans les cheveux. J'ai gardé ça. Ah, vous avez gardé. Bissap dans les cheveux. Même le riz passe dans les cheveux. Le riz, Ah oui. hein. Oui. Wow. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de fruits, de légumes qui sont dans nos cuisines qui pourraient passer dans nos cheveux. Par exemple, l'avocat, la banane, c'est des fruits et des légumes qui sont très, très hydratants. La banane, par exemple, c'est pour les cheveux très durs. Donc, quand vous mixez de la banane avec du miel et puis du yaourt, par exemple, vos cheveux sont très bien manipulables après. Donc, il y a un peu de tout. Il faut juste faire attention et aussi beaucoup se documenter sur Internet pour avoir ces petites recettes de maison. Moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça parce que c'est des recettes que ma grand-mère utilisait pour pouvoir nous faire les cheveux et que ma mère aussi utilisait pour nous faire les cheveux. Donc, c'est des astuces de mémé. Oui, voilà. Les astuces de grand-mère. Donc, Voilà. elle utilisait déjà l'avocat, la banane, Déjà. et tout. Vous imaginez, pour punir un enfant, on peut lui mettre banane, avocat C'est dans ta les cheveux. punition, quoi. C'est ta punition. Et puis, elle se met à pleurer. On lui dit, mais c'est du bien qu'on te fait là. Écoute. C'est pour les cheveux. Pour les cheveux. Eh bien, le vendredi dernier, nous avons dit que le mouvement NAPI n'est pas juste tendance, c'est aussi un état d'esprit. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on doit juste uniquement utiliser les produits naturels pour entretenir ses cheveux? Non, c'est pas uniquement à cause de ça. C'est juste que les produits chimiques, ça dénature les cheveux crépus. Les produits qui viennent de l'extérieur, que en griffe, qu'ils appellent bio, c'est des produits qui sont très cassants pour les cheveux parce qu'ils sont remplis de sulfate, de pétrole, d'alcool. Et c'est des composants qui ne sont pas très bien pour les cheveux crépus. Et pourtant, on nous dit que c'est bio. Voilà. Donc, c'est qu'il faut, comme je dis, beaucoup se documenter quand on veut devenir crépus. Il faut se documenter, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi dans les cheveux. Et comment faire pour débarrasser ces cheveux des pellicules, des résidus de poussière, par exemple? Pour débarrasser les cheveux des résidus de poussière, il faudrait déjà faire des shampoings assez souvent. Maintenant, il faudrait que chaque 3 mois, par exemple, qu'une femme fasse son gommage du cuir chevelu. Le gommage du cuir chevelu, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est. C'est juste un peu comme quand on fait le gommage du visage. Mais là, c'est différent. On pourrait prendre, par exemple, du bicarbonate, du sel ou encore du sucre, mélanger juste avec une huile qu'on voudrait, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de coco, et mettre uniquement au cuir chevelu et frotter légèrement. Après, on passe au shampoing. Là, le cuir chevelu, il est prêt à recevoir le soin qui suit, ou il est prêt à recevoir tous les soins qui suivront, la crème, les trucs comme ça, au quotidien, sans pour autant que les cheveux grattent, le cuir chevelu gratte. Et aussi, c'est bon qu'une femme entretienne comme ça les cheveux parce que beaucoup de personnes disent « j'aime pas les crépus parce qu'elles n'entretiennent pas les cheveux. Les cheveux sentent, les cheveux ne sont pas bien. » Donc voilà. C'est souvent poussiéreux, façon, ça brille pas. Ça ne brille pas, c'est terne. C'est terne. Oui. Donc, à force de l'entretenir comme ça, en faisant les gommages et autres, on arrive à garder parce que le cheveu, c'est un peu comme le visage. Si on ne l'entretient pas, on ne peut pas le rendre beau. Vous allez remarquer que si vous n'entretenez pas votre visage, par exemple, même sur 3 ou 6 mois, pour certains, il est complètement terne. Mais dès que vous faites un seul gommage, ça change tout.
Ça redonne de l'éclat aux cheveux. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a une routine qu'on doit adopter les soirs avant de se coucher? Oui, les soirs avant de se coucher, il faut, nous on appelle ça la routine du soir. Okay. Il faudrait prendre un peu d'eau et mettre dans les cheveux. Comme je vous le disais tout à l'heure, ma grand-mère, avant de toucher à nos cheveux, utilisait beaucoup d'eau pour pouvoir adoucir avant de mettre la crème. Maintenant, on a essayé de moderniser un peu les trucs. Donc, on a un vaporisateur dans lequel on peut mettre de l'eau dedans ou des infusions de plantes. Les infusions de plantes, c'est bon pour les cheveux parce que c'est des anti-chutes. Donc, on hydrate les cheveux, ensuite on démêle au doigt et on met une crème assez légère ou une huile. Ça dépend, mais il ne faut pas mettre trop d'huile dans les cheveux crépus. Juste un peu. Et après, il faut prendre des chouchous et faire des pompons et mettre un bonnet en satin. Le bonnet en satin, il maintient l'hydratation des cheveux. Du coup, le lendemain, quand vous vous réveillez, vous n'avez plus grand-chose à faire. Vous enlevez juste vos chouchous, vous mettez un peu de crème et vous utilisez des ganches et autres pour pouvoir faire le modèle que vous voulez. Les cheveux crépus sont quand même assez faciles parce que parfois, on n'a même pas du tout besoin de peigne pour pouvoir avoir le modèle qu'on veut. Il suffit juste de le faire avec la main, c'est bon. Ah oui, c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on voit autant de styles que les dames napières adoptent, comme ce que vous avez sur la tête là, les twists. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de modèles. Il y a un large choix, je vais dire, de modèles sur Internet que les gens pourraient, d'ailleurs même les clientes à moi téléchargent et ramènent pour qu'on puisse leur faire ça. C'est vrai que les crépus, ce n'est pas seulement les twists. Les gens pensent que c'est souvent les twists, mais ce n'est pas seulement les twists. On peut faire beaucoup de modèles avec. Et il y a aujourd'hui des femmes qui insistent pour se marier dans leurs cheveux crépus, avec leurs cheveux crépus. Déjà, hein? Oui, moi je me suis mariée avec mes cheveux crépus. Ah oui, et c'est bien décoré en plus. J'aimerais bien voir ces photos-là. C'est pas grave. Alors une dernière astuce, c'est comment faire pour donner de tonus à ces cheveux crépus? Comment faire pour donner du tonus? Il faut déjà moins manipuler les cheveux crépus. Essayer de laisser un peu le peigne et d'utiliser beaucoup plus les doigts au démêlage. Ça fait que les cheveux ne se cassent déjà pas. Ensuite, quand on les manipule moins, ils sont beaucoup plus forts. Plus forts. Oui. Ah oui, moins manipulés. Voilà. Pour avoir des cheveux beaucoup plus forts. Des cheveux crépus, bien évidemment. Voilà. Naturels. Merci à vous. Merci beaucoup, Assio. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir d'avoir aidé, bien sûr, nos chères dames à être naturellement africaines et avoir les cheveux crépus. J'aime ça, hein, c'est vrai. J'aime ça, j'aime bien regarder ça, c'est très joli. Et puis, ça fait un bon boulot aussi pour les dames. Allez, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. À vous de me le dire très prochainement. On va continuer, chers téléspectateurs. Le grand rendez-vous. Tout de suite, on rejoint notre centre de santé. Ce sera avec Heureuse Danodé, non? Et Yasmine. Ah oui, Heureuse est là. Ah oui, c'est ça avec elle ce soir. Sur Nature et Bien-être. On parle d'endométriose. Oui, quand je dis règles douloureuses, certainement, vous devez avoir une idée déjà de ce dont je parle en réalité. Mais quand je dis endométriose, vous vous demandez, mais c'est quoi ça encore? Il paraît que ça fait plus mal que les règles douloureuses. C'est au-delà de ça. Mais c'est quoi en réalité l'endométriose? On va répondre à la question dans un instant. On suit d'abord ce reportage. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi, mais moi-même personnellement, je n'en souffre pas. C'est la première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information. Je n'ai jamais entendu ça une fois. C'est la première fois. Donc à m'enseigner au mission d'or. Toto dit mais moi fin du mois au Jaïo mais non robert non c'est ça mais après on a deux inconvénients bon ça est on pitché dia. Il a opéré ton. Ça est dia.
mais ils sont règles des opérés ton ils sont gros problèmes mais qu'à sortir parce que des opérés nous trompons en souffrir nous docteur donc nous et très nous mina décoller mina gré nous qui tout le temps donc docteur dit donner et que nous monde mais il est bon il est mort mais il ka mo kaka jeji il ko techniquement ma aussi façon m'emblème avec découragé passer à ce temps de le moment à ce temps ko jibiro toko. J'en entends parler, j'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça et c'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit, une tisane quoi. Donc, parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer le mal de ventre. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Bon, endométriose, ce thème, bon, je ne maîtrise pas trop. Ah, moi-même, je n'y maîtrise vraiment pas grand-chose. Hein. Endométriose. C'est quoi en réalité? Le docteur Komlan Gossou est avec nous, gynécologue, obstétricien. Merci beaucoup d'être venu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Heureuse Danondé. Bonsoir, Sungaba. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Je suis heureux de vous avoir sur le plateau. Et là, on parle d'endométriose ce soir, au-delà des règles douloureuses, vous avez Effectivement. Oh oui, le médecin est là, il va le confirmer. Vous avez eu l'avis de quelques citoyens, même des témoignages. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'endométriose est réellement au-delà des règles douloureuses pour que beaucoup de dames qui en souffrent, parce qu'il faut le dire, même au Bénin, il y en a qui en souffrent. On a eu des témoignages, on aura même encore demain sur ce plateau. Vraiment, ça touche tout le monde, surtout nous les dames. Ça touche beaucoup de femmes, franchement. Je vais laisser le médecin aller plus en détail parce qu'il paraît qu'on n'en guérit pas, je ne sais pas. On aura les détails avec le docteur. Alors docteur, merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. Alors l'endométriose, on n'en parle souvent pas, c'est très peu médiatisé. Je dirais que c'est le premier plateau que moi je consacre à la chose aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce uniquement des règles douloureuses? Certainement pas. Ah oui. Certainement pas. Alors, l'endométriose est une maladie de la femme. Donc, cela fait partie des maladies gynécologiques que la femme peut avoir. Et la terminologie vient de la nature de la maladie, en fait. Endomètre et il y a iose. Donc, c'est une maladie qui résulte du fait que la muqueuse de l'endomètre, donc les cellules de l'endomètre, l'endomètre étant la face interne, donc c'est le tissu qui tapisse la cavité de l'utérus. Vous savez que l'utérus est un organe creux, c'est dans son sein que la grossesse va se développer. Donc, au milieu là c'est sur ce tapis-là, exactement, c'est sur le tapis intérieur que se trouve l'endomètre. Et les cellules se retrouvent ailleurs. Or, c'est un tissu qui a la caractéristique de fonctionner de façon cyclique, de tomber, de proliférer sous l'effet des hormones, puis de chuter et de produire une hémorragie, ce qui donne les règles. Donc, si cette muqueuse se situe ailleurs que dans l'utérus, vous comprenez que l'accumulation de sang dans les tissus qui ne sont pas destinés à régler ce problème ces tissus vont se retrouver dans une situation de réparation. Et c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Donc, ça va créer des douleurs. Mais pas que des douleurs des règles. Donc, l'endométriose, c'est suivant la situation, va provoquer des signes variables. Donc, l'endométriose peut se retrouver dans le muscle de l'utérus, ça va donner l'adénomiose, c'est souvent la cause des règles douloureuses. D'accord. Ça va donner aussi une situation au niveau des ovaires où ça va produire un kyste de l'ovaire, un kyste de type endométriosique. Et là aussi, ça va provoquer des règles douloureuses. Il y a des situations partout. Cela peut se retrouver sur les intestins, sur le rectum, sur le sein, au niveau du nombril,
au niveau du foie, au niveau... Qu'est-ce qui va se retrouver là? Les cellules? Les cellules de l'endomètre. De l'endomètre. Vont se retrouver là-bas. Par quel mécanisme, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, ce sont des cellules de l'endomètre que l'on retrouve à ces endroits-là. Les cellules qui sont censées se retrouver uniquement à l'intérieur de l'utérus. Donc, sont propagées partout. Exactement. Pas forcément propagées partout, mais peuvent se greffer ailleurs. On a eu quelques images. Si la réalisatrice pouvait revenir là-dessus, on comprendrait mieux la chose. Voilà. On a retrouvé ça au niveau de l'ovaire, au niveau, je crois, de l'intestin. Voilà un peu quelques images que nous envoie la réalisatrice. Voilà, on peut retrouver ça à ces endroits-là. Donc, il y a une situation au niveau du col, même là, vous voyez, au niveau du col ou du vagin. Il y a une situation au niveau de la trompe. Il y a une situation au niveau du muscle utérin aussi, j'en avais parlé. Ça peut se retrouver dans le tapis interne que l'on appelle le péritoine. Donc, c'est un tapis qui... encadre les organes internes, les intestins et consorts. Cela peut se retrouver entre le rectum et le vagin, donc la cloison recto-vaginale. Cela peut se retrouver dans le dôme vaginal. Au niveau des pour les selles, ce serait compliqué. Pour les selles, ce serait compliqué, mais aussi pour les rapports sexuels, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'il y a... Donc, cela produit des douleurs au cours des rapports sexuels. Des douleurs atroces. Oui, des douleurs qui arrêtent le coït. Oui, c'est ce que l'on appelle la dyspareunie profonde. Donc, c'est au cours de l'acte que les douleurs naissent. Et c'est des douleurs qui sont de plus en plus importantes parce que la maladie va de plus en plus s'amplifier. On aura demain quelqu'un une dame qui en souffre, qui, dans les coulisses, pour le briefing, nous a dit qu'elle se disait même que son partenaire la viole. De telle manière qu'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble, mais c'est 19 ans après qu'elle a su que c'est l'endométriose. On aura le temps de la voir demain. Mais qu'est-ce qui peut causer la chose? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque ou des causes? Spécifiquement, non. C'est normal. C'est une situation... Non, ce n'est pas normal. C'est une anomalie? C'est une situation pathologique. On n'a pas de cause réelle. Il y a certains facteurs qui sont les manipulations. Par exemple, l'accouchement, par exemple, les fausses couches, les révisions utérines, les curetages, la césarienne, etc. Bon, mais c'est des facteurs qu'on évoque. Mais de façon précise, on n'a pas de mécanisme défini pour dire exactement voici comment cela se constitue. Mais la médecine moderne constate ainsi ses limites, je dirais. Hein? Parce qu'on connaît le mal, on a un nom de la maladie, mais on ne sait pas comment le traiter, on ne sait pas comment ça se passe. C'est compliqué. On ne sait pas comment traiter. On sait comment traiter. On sait comment traiter? Ah, bien sûr. Ça a toujours été la médecine moderne. La médecine moderne n'a pas forcément eu pour but de chercher à savoir pourquoi il y a les choses. Par contre, la médecine moderne a toujours décrit une situation anormale. Donc on en guérit? On en guérit? On soigne. On soigne, on n'en guérit pas. On en guérit à certains niveaux, à d'autres degrés, on garde des séquelles. Le problème demeure. Non, le problème ne demeure pas. On soigne des gens qui guérissent d'une maladie aussi simple que, par exemple, vous avez une fracture, on peut vous soigner pour une fracture et la fracture va guérir complètement, comme vous pouvez garder des séquelles de votre fracture. Mais dans le cas de l'endométriose, on souffre, on ne sait pas qu'est-ce qui cause la chose, mais pour le traitement, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on fait? Quel type de traitement est adapté à la chose? Déjà, il faut comprendre dans quelle situation, au pluriel, on peut se retrouver à avoir un diagnostic d'endométriose. Déjà. Et l'endométriose, on retrouve dans deux cas spécifiques. C'est les désirs de maternité, donc les infertilités, spécifiquement les obstructions tubaires, donc ce qu'on appelle communément les trompes bouchées, et puis les douleurs, donc douleurs pelviennes, douleurs au bas-ventre chez la femme, des douleurs qui peuvent être soit liées aux règles, qu'on appelle les règles douloureuses, ou bien des douleurs d'autre nature, comme les douleurs
que nous avons appelées tout à l'heure dyspareunie profonde, donc Oui. les douleurs au cours des rapports sexuels, Oui. ou bien d'autres douleurs permanentes ou plus ou moins cycliques. Donc, il faut un examen approfondi pour avoir ce diagnostic. Qui prend malheureusement du temps. Il paraît que Qui peut prendre 6 à du temps. 7 ans. Non, il qui nous faut peut 6 à prendre 7 du temps. ans. Qui peut prendre du temps. Qui peut prendre du temps. Parce que souvent, c'est banal d'avoir affaire à une femme qui dit qu'elle a des règles douloureuses. C'est banal d'avoir affaire à une femme qui dit j'ai mal au ventre. Ce ne sont pas des symptômes qui sont pris au sérieux dès le début. Mais quand ces patientes-là viennent voir vous, gynécologue, vous n'avez pas aussi le réflexe de faire une échographie pour détecter l'endométriose? On n'a pas forcément des signes échographiques d'endométriose. Cela dépend du stade d'évolution de la maladie. Donc, l'endométriose n'a pas d'expression échographique univoque. Donc, de toutes les façons, le praticien y pense s'il a l'expérience nécessaire. S'il n'a pas l'expérience nécessaire, il n'y pense pas. Donc, c'est une situation de diagnostic délicate. Et c'est comme ça partout dans le monde? Difficile. Alors, il faut comprendre que les Noirs sont même moins exposés et moins expressifs de l'endométriose que les sujets caucasiens. Les sujets blancs ont plus de manifestations d'endométriose et ils ont des formes viscérales plus compliquées. Beaucoup de lésions très compliquées. D'accord. Donc, la chirurgie intervient souvent pour réduire, les lésions, des fois pour tout enlever. Et là, l'infertilité s'installe. J'espère que très prochainement, franchement, on aura vraiment le on temps. finira pour juste ce soir. Pour juste ce soir. Mais bon, on saura comment faire dans les coulisses avec le docteur. C'est un sujet très long. N'est-ce pas? L'endométriose. Vraiment. On ne l'épuise pas en un plateau. Non. Merci beaucoup à vous, docteur. J'espère que vous allez revenir pour un autre plateau. Ce serait un plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Rose Danondé. Merci Asio. Le grand rendez-vous va continuer avec vous, chers téléspectateurs. On va sur la toile tout de suite. On parle cette fois-ci de stratégie marketing digital. C'est l'espère. Merci de nous retrouver avec l'expert de ce grand rendez-vous qui nous amène sur la toile, aider donc les entreprises à avoir une visibilité mondiale. Bien sûr, c'est ça déjà l'objectif principal de la mise en place, la mise en œuvre d'une stratégie marketing digital. Et pour en parler, j'ai sur ce plateau Alphonse Afo. Bonsoir. Bonsoir, Assio. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois encore, de revenir sur ce plateau, continuer bien sûr le sujet. On avait commencé par parler d'un concept de pertinence. On a parlé de... Oui, on a parlé de la pertinence, on a parlé de l'omniprésence, et on était sur le point de parler de l'intimité. De l'intimité. Alors, commençons déjà par redéfinir la stratégie marketing digital. Oui. Il paraît que ça donne une visibilité mondiale aux entreprises. Oui, vrai ou faux? Je reviens sur le fait que nous sommes en 2019 et beaucoup ont plus tendance à être aujourd'hui sur le smartphone, pour ceux qui en disposent, à être beaucoup plus tendance à être sur les médias sociaux. Du coup, la stratégie qu'il faut mettre en place en tant qu'entreprise, c'est d'aller chercher des gens là où ils se trouvent. Et la particularité aujourd'hui de tout ce que nous appelons les médias sociaux ou bien l'Internet, c'est le fait que vous avez la possibilité de définir d'avance votre audience. Et quand je parle d'audience ici, c'est que vous pouvez définir le sexe des gens que vous voulez toucher, vous pouvez définir le centre d'intérêt, vous pouvez définir leur situation géographique, même le niveau de vie. Ça donne beaucoup plus une possibilité sur le plan de l'affinement de votre audience. Et c'est la différence par rapport aux médias traditionnels. Et la dernière fois, nous avons proposé à ceux qui nous suivent, ou bien aux entrepreneurs qui veulent plus de la visibilité. Nous sommes en 2019, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est aberrant de se passer, surtout des médias sociaux, de ne pas avoir un site internet, même si c'est un site vitrine. Et pour y arriver, l'approche qu'on avait
commencé par développer la fois passée, c'est d'abord le fait que vous offrez aux gens ce qu'ils veulent. Je mettais l'accent sur la pertinence. On avait donné rapidement l'exemple de Google la dernière fois, ou bien des moteurs de recherche. Quand vous tapez quelque chose que vous cherchez, il y a un classement qui est fait. Les éléments qu'on vous montre. Si je comprends bien, vous étiez donc en train de dire aux téléspectateurs pourquoi il faut donc mettre en place une stratégie marketing digital, c'est que cela vous permet d'être beaucoup plus précis en matière de ciblage de vos consommateurs. Exactement. C'est très important. Et vous le savez, la possibilité aussi d'aller au-delà des frontières. Moi, j'ai une agence de marketing digital, mais la plupart de nos clients, nous avons à peine 2 clients ici au Bénin, mais la plupart de nos clients sont au-delà de l'Afrique. Et c'est les possibilités que le marketing digital vous donne aujourd'hui. Vous donne aujourd'hui, c'est-à-dire si vous êtes spécialiste marketing digital, c'est ça en réalité. Pas forcément si vous êtes spécialiste. Et si vous êtes une entreprise également. Si vous êtes une entreprise, il va falloir que vous mettiez en place une stratégie marketing digital. Alors ceci sous-entend quoi? Je vais revenir rapidement sur le dernier élément dont on n'a pas parlé la dernière fois, qui est l'intimité. Quand je prends le cas des médias sociaux. Vous savez, les médias sociaux à la base sont mis en place pour, comme le thème le dit, le social, pour raccourcir les distances à des amis, à des familles. Donc du coup, l'approche que vous devez adopter si vous êtes sur les plateformes de médias sociaux, il faudrait que ce soit une approche d'intimité. En anglais, on parle de friendly, c'est-à-dire il faut que les gens sentent que vous n'êtes pas trop commercial. Vous n'y allez pas forcément pour vendre. Et pour la petite histoire, en 2018, Facebook a changé ses algorithmes où il dit « je vais beaucoup plus montrer les posts, c'est-à-dire les publications que les gens font en tant qu'individus par rapport à ce que les posts que font les entreprises. Parce que moi, ma philosophie à la base, c'est plutôt de raccourcir les distances à des familles, à des proches. C'est surtout le côté social. Alors en tant qu'entreprise, quand j'y vais, il va falloir que la plupart des publications que je fais vont dans le sens d'abord d'être proche des gens, d'avoir cette intimité. Et c'est à travers cette intimité que parmi tout ce que vous avez mis en place en termes d'audience, vous pouvez commencer par l'affiner pour voir ceux qui s'intéressent à ce que vous avez en termes de produits et vous racontez une histoire et c'est cette histoire qui intéresse les gens. Et par la suite, vous avez la possibilité de transformer ce qu'on appelle les visiteurs ou bien votre audience en des prospects et par la suite en des clients. Si je comprends bien, une stratégie marketing doit être beaucoup plus sociale pour être beaucoup plus vue. Oui, ça c'est sur les médias sociaux. Pour être plus efficace. Oui, ça c'est sur les médias sociaux. Et même aussi, si on est, par exemple, la dernière fois je disais qu'une stratégie marketing digital simple pour quelqu'un qui ne veut pas forcément avoir un site internet sur lequel il a un blog, parce que ça c'est le long terme, vous avez la possibilité d'avoir un site internet, vous avez un blog et vous écrivez des articles de blog avec des thématiques ou bien des thèmes de recherche qui vont dans le sens de ce que vous vendez et des gens font des recherches de façon organique sur l'internet et qu'ils tombent sur votre site. Mais on parle du search, on parle du SEO. On parle du SEO et ça prend beaucoup plus de temps pour que votre site internet soit optimisé de façon organique. Maintenant, celui qui tout de suite veut mettre en place une stratégie marketing digitale, on peut lui créer un site on one page, c'est-à-dire juste une seule page et sur laquelle nous avons des formulaires de capture, de sorte que quand la personne vient sur le site internet, qu'elle soit à même de laisser ses informations pour être recontactée plus tard. Et aujourd'hui, pour aller plus loin et pour vite toucher des personnes, c'est très important de ne pas se passer de la publicité sur les médias sociaux. Et les plateformes de médias sociaux les plus réputées, surtout dans nos zones ici, il y a LinkedIn, mais le premier c'est Facebook. Alors aujourd'hui, si je veux mettre en place une campagne publicitaire Facebook pour une entreprise qui est dans un domaine, je donne un exemple, j'ai donné l'exemple la dernière fois de notre entreprise Espoir de l'eau de l'énergie. Alors, j'ai la possibilité de créer une audience et amener des gens à demander des devis gratuits. Et ça, on ne le fait, ce que la majorité, ceux qui ne sont pas forcément... Les gens chercheront peut-être à savoir combien ça va me coûter. Je suis dans telle zone, je veux avoir peut-être une source d'eau, un château d'eau en réalité, que vous allez me construire, ça va me coûter combien en réalité? Ça commence par là. Ça, c'est les clients qui veulent demander le devis. Oui, moi, par exemple, je mets en place, j'ai ma landing page, c'est-à-dire la page d'arrivée, qui est la page de capture en même temps. Et eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de remplir ce formulaire. Je sais de quoi j'ai besoin en termes d'informations pour pouvoir leur fournir leur devis. Donc, il suffit simplement qu'ils voient ma publicité parce qu'ils sont dans l'audience que j'ai ciblée. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité, si vous avez une base de données,
des anciens clients, vous pouvez demander à Facebook, créez-moi une audience des gens qui ressemblent, qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont les mêmes centres d'intérêt que ceux qui ont eu à acheter chez moi par le passé. D'accord. Par exemple, vous avez des clients, une base de données des gens qui sont ici au Bénin, vous pouvez demander à Facebook de chercher des gens qui ont les mêmes caractéristiques que ceux qui sont ici au Bénin, mais qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, par exemple. Et Facebook peut vous définir de pareilles audiences. Et c'est seulement ceux-là, quand vous lancez votre publicité, Facebook. Et tout à l'heure, je disais que la majeure partie des gens qui ne sont pas du domaine font des boosts simples. Parce que quand vous avez une page Facebook, par exemple, on vous demande de faire un boost. Oui. Mais il y a un outil qu'on appelle Facebook Business Manager. Au niveau de Google, on parle du manager. Google My Business, c'est ça? Non, Google My Business, c'est un autre outil de Google comme un autre outil de média. C'est comme un média social. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser Facebook Business Manager pour ne toucher que cela, avec un devis précis, avec un budget plutôt précis. Et je te donnais un exemple la dernière fois. J'ai lancé une campagne publicitaire depuis septembre 2018. À l'heure actuelle, nous avons dépensé à peine $300 et nous avons obtenu plus de 1000 demandes de devis de réalisation de fourrage. Et nous avons déjà réalisé des fourrages. Et quand je viens sur ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire le retour sur l'investissement, c'est très rentable en ce sens où je n'ai pas forcément besoin de me déplacer, je n'ai pas forcément besoin d'avoir de grands locaux pour avoir de visibilité, mais je peux rester dans mon coin et même dans ma chambre et toucher des gens susceptibles d'acheter chez moi. Et c'est cette stratégie que je propose à toute entreprise qui aujourd'hui veut avoir plus de la visibilité. Vous devez être sur les plateformes de médias sociaux. Le numéro 1. Le numéro 2, on a posé la question à Facebook la dernière fois. Oui. Vous avez dit que c'est une plateforme qui est sociale. Mais comment gagnez-vous de l'argent? Ils ont dit qu'ils font de la publicité. Donc, il ne suffit simplement pas de créer une page de médias sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, pour attendre à ce que vous ayez des clients. Il va falloir que vous mettiez la main dans la poche, comme on le fait à la télé, pour faire de la publicité, des campagnes publicitaires. Ça peut être pour faire des ventes. Si je comprends bien, vous payez pour faire de la publicité. Exactement, c'est de ça que ces plateformes de médias sociaux vivent. Et nous, on paie de l'argent pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire quoi? Quand je fais un simple post sur ma page, on appelle ça une publication organique. C'est Facebook qui décide de montrer ça à qui il veut. Donc, il peut ne pas montrer ça à un bon nombre de personnes. Mais quand j'y mets de l'argent, il peut le montrer à plus de personnes, plus je mets de budget. Maintenant, le tout ne suffit pas de mettre de budget, mais il y a le fait que ce que vous publiez respecte leurs règles de publicité, mais aussi est pertinent pour des gens susceptibles de l'acheter. Voilà pourquoi nous avons commencé par la pertinence. Le fait d'être partout, qui est l'omniprésence, que vous ayez un site internet, vous soyez sur Google My Business, vous soyez sur Instagram, vous soyez sur Facebook. Quand on va quelque part, qu'on vous trouve, parce que c'est à force de vous exposer, c'est à force d'imprimer votre marque dans la tête des gens susceptibles de l'acheter après, comme l'ont fait les grandes entreprises. Quand je te parle de Coca-Cola, tu as juste soif, tu as juste envie de te rafraîchir. Pourquoi? Ils sont arrivés à créer leur marque, à l'imprimer dans la tête des consommateurs. Et c'est ça qui a fait leur réputation. On ne peut pas être en 2019 et continuer à utiliser les méthodes traditionnelles. Et donc, vous pensez que le Made in Bénin peut également peut-être se créer une page, pourquoi pas, comme le font déjà les organisations qui sont en charge de la promotion du Made in Bénin. Je crois, beaucoup le font déjà, mais c'est parfois étonnant pour certains quand vous allez les voir. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on n'a pas plus de 2 clients qui sont ici sur place au Bénin, mais on a plus d'une cinquantaine de clients avec lesquels on travaille. Et c'est souvent, je ne sais pas, je dirais, c'est étonnant pour certains quand vous leur demandez, ne serait-ce que 50 000 francs par mois pour gérer leur plateforme de médias sociaux. Pour eux, ils trouvent que c'est beaucoup. Alors que la majorité, allez voir les jeunes qui sont susceptibles d'acheter, ils sont sur les médias sociaux et il faut aller les trouver là où ils se trouvent. Donc, il va falloir que vous le mettiez dans votre stratégie marketing pour avoir plus de la visibilité. Parce que la clé du succès, c'est la capacité à vous exposer davantage. Merci beaucoup à vous, Alphonse Afo, pour toutes ces explications. On comprend tout simplement qu'une stratégie marketing digital vous donne plus la possibilité d'avoir plus de précision en matière de ciblage de vos consommateurs.
Allez, on va continuer avec vous, chers téléspectateurs, et plutôt avec Estelle Espérance Aurore Pazou. Cette fois-ci, avec elle, il sera bien sûr question du journal. Il est 19h45, oui, exactement. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Plus question de laisser les pirates dicter leurs lois sur les eaux béninoises. Les forces navales et les acteurs de la justice se sont retrouvés pour élaborer une stratégie. Le point dans ce journal. À suivre également la marche du cœur organisée par l'ONG Tour d'Ivoire Fraîche pour réduire les maladies cardiovasculaires. Les participants ont sillonné plusieurs artères de la ville de Cotonou. Et puis avec la modernité, que devient le pain tissé au Bénin? A-t-il toujours valeur identitaire? Un spécialiste nous en parle. Le Bénin affûte ses armes pour lutter contre la piraterie et la criminalité maritime. Une stratégie et des mesures juridiques seront bientôt mises sur pied pour en découdre avec les pirates des eaux béninoises. Les forces navales et acteurs de la justice se sont retrouvés à cet effet. Ernest Tegou, Patrick Ayaboudjou. La piraterie maritime à combattre à tout prix. Un défi majeur pour le Bénin. Les défis à relever, c'est de faire en sorte que nos eaux soient sécurisées. Et lorsque je parle de eaux sécurisées, il faut faire en sorte que les attaques ne surviennent plus. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est que notre législation s'adapte aux actes de banditisme qui ont cours dans la plupart des eaux du golfe de Guinée, et plus particulièrement dans les eaux du Bénin. Entre 2008 et 2011, le Bénin, comme la plupart des pays du golfe de Guinée, a connu son lot d'attaques de piraterie maritime, plusieurs pertes en numéraire. Et depuis lors, des mesures draconiennes sont prises. Le budget de la marine a été quadruplé. Les zones de sécurité sont établies. Les navires sont régulièrement enregistrés. Les forces navales s'entraînent périodiquement. Et les radars côtiers sont installés un peu partout sur la chaîne portuaire. La pêche illicite représente 1,3 milliard de dollars de pertes annuelles pour les pays du Golfe de Guinée. Et donc sur ce plan-là également, de nombreuses mesures sont en train d'être prises, notamment le renforcement du cadre légal pour l'exercice des activités de pêche au Bénin. Il y a également un mécanisme qui se met en place pour la protection de nos ressources halieutiques. Des mécanismes qui vont permettre à nouveau au Bénin de faire efficacement face à la menace de la criminalité maritime. Cette rencontre, une première à Cotonou, vise à jeter les bases du cadre juridique béninois. Experts du secteur de la justice et des eaux marines y consacrent 72 heures. La faiblesse du cadre juridique s'observe dans la plupart des pays du Golfe de Guinée. Et je crois que le Bénin vient de faire ainsi un grand pas en réunissant dans ce creuset opérationnel et juriste. Et nous nous en félicitons. Un grand pas de franchi pour mieux sécuriser non seulement les côtes maritimes béninoises, mais aussi pour traduire en justice les fraudeurs. On parle à présent santé avec cette marche interreligieuse de l'ONG Tour d'Ivoire Fraîche. Objectif, réduire les maladies cardiovasculaires dans un contexte où elles sont une cause majeure d'incapacité et de décès prématurés dans le monde entier. Les participants à cette marche de cœur ont sillonné plusieurs artères de la ville de Cotonou avec pour point de chute l'étoile rouge. Wenceslas Awaimon, Enoch Rumpati. Le manque d'activité physique et d'une alimentation non équilibrée peuvent occasionner des problèmes de santé chez l'homme. Dame Clémentine Roy Babo a été marquée. Elle qui a perdu un de ses proches pour des raisons similaires s'en souvient. J'ai perdu un être cher à moi par la malnutrition. C'est pour ça que j'ai commencé à organiser ces choses. Je le fais dans le bon sens pour pouvoir sensibiliser le monde, pour être en bonne santé. Les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus récurrentes dans le monde.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4 décès sur 5 par maladie cardiovasculaire dans le monde surviennent par crise cardiaque. Les maladies cardiovasculaires sont lourdes, elles ont une très forte mortalité. Les gens souffrent longtemps, les gens décèdent dans des conditions difficiles. Mais avant ça, les gens payent un lourd tribut en termes de médicaments, en termes d'examens, en termes d'incapacité d'être productif au travail. Et c'est pénible de pouvoir vivre cela. Véritable moteur, le cœur apporte de l'énergie à tout organisme. Son maintien en bonne santé passe par la pratique d'une activité physique et une alimentation saine et équilibrée. Si chacun peut décider de changer sa façon de manger, donc de manger moins gras, moins salé, d'avoir une activité physique, tout ce qu'on demande, c'est 30 minutes de marche chaque jour. Cette marche ayant réuni des communautés religieuses a offert l'occasion de rappeler quelques notions de base aux participants. Je sais qu'il faut au moins aller 1 ou 2 fois par semaine contrôler sa tension, ce que je ne faisais pas auparavant, et aussi contrôler mon alimentation. Chaque jour, il faut marcher au moins 1 heure de temps par jour, le matin et le soir. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Partis du carrefour de l'Unafrica, les marcheurs ont rallié la place de l'Étoile Rouge en passant par Maro Militaire et le carrefour Marina. La marche s'est achevée par une séance d'exercice physique. Le pagne tissé est comme un support des valeurs culturelles et cultuelles du Bénin. Fabriqué à base de toile, les tisserands y insèrent des images variées et diversifiées sur l'historique des royautés du Dahomey, aujourd'hui Bénin. Avec la modernité, ce pagne est-il toujours identitaire? Son tissage nourrit-il son homme? Élément de réponse dans cette interview que nous proposent Enoch Mpati et Edwige Agossou. Si nous parlons de l'histoire du Kanva, on refait au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui. Dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo, presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le Kanva fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre Kanva, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas Kanva dedans, ta valise n'est pas complète. Donc le Kanva béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, j'ai ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps. L'Indonésie et la Malaisie ont envoyé une lettre d'objection à l'Union européenne concernant sa réglementation sur l'huile de palme. La dite lettre a été signée conjointement par le président indonésien et le premier ministre malaisien. La réglementation envisageait de bannir l'huile de palme de la liste des biocarburants d'ici 2030 en mettant en avant l'impact de sa production sur la biodiversité et le climat. Pour protester contre cette réglementation, les 2 pays ont menacé l'UE de poursuites devant l'Organisation mondiale du commerce. Et on reparle de ce débat sur la restitution des objets d'art africains. Certains experts estiment que c'est beaucoup plus une question immatérielle. Au-delà de leur aspect esthétique, plusieurs fonctions étaient associées à ces objets. C'est le sujet de ce dossier signé Ndaidia de la RTS. Quelle place pour l'immatériel dans le débat sur la restitution des objets africains par la France? Une question qui mérite d'être posée, car, de tout temps, de fortes symboliques étaient associées à ces objets. Les objets, avant d'exister matériellement, sont toujours pensés intellectuellement, sont toujours pensés de manière structurelle dans l'imaginaire. On leur octroie des objectifs, on leur octroie des symboliques
qui sont dans l'imaginaire. Tant qu'on ignorera cela, les objets resteront des choses matérielles. Les concepteurs de ces objets qui ont atterri dans les musées français leur avaient attribué des fonctions spécifiques. Lorsqu'on vous présente des éléments de la fécondité chez les Diola, le Kanyalen, des éléments qui participent à la circoncision, des éléments qui participent à telle ou telle activité professionnelle, nous ne sommes pas dans des objets d'art. Que ces objets puissent par ailleurs avoir une certaine esthétique, c'est autre chose. S'il est connu que ces objets ont influencé des artistes de renom comme Picasso, il urge aujourd'hui de faire un travail sur la mémoire pour déconstruire les discours sur ces objets. Par exemple, vous prenez des objets de culte qu'on a ramenés en Europe et sur lesquels ceux qui les ont ramenés ont dit une signification qui n'était pas conforme à la nôtre. Est-ce que nous, on va récupérer ces objets-là et répéter ce qui a été dit sur les musées, que nous étions de sauvages, que nous n'avions pas de crâne, que nous n'avions pas tout ce qu'ils ont montré pour dire que c'est un art primitif, que nous n'avons pas évolué scientifiquement ni intellectuellement. Est-ce que nous allons répéter ça lorsque ces objets vont revenir dans nos musées? C'est ça la grande question. Il faudra reconstruire le discours autour de ces objets pour faire le lien avec l'ensemble du patrimoine culturel africain. Le Bénin fait partie de ces pays qui ont ouvert la voie. La France a d'ailleurs décidé de restituer immédiatement le trône du roi Béanzin. Un trône, ce n'est pas qu'un trône. C'est une histoire derrière, c'est un esprit derrière, c'est de la spiritualité derrière. Lorsqu'on me dit que El Hadj Omar a disparu dans les falaises de Bandiagara et que ça structure ma pensée, quand on me ramène l'épée de El Hadj Omar et les chaussures de El Hadj Omar, il faut qu'on me dise ce que signifie cette épée, ce que signifient ces chaussures par rapport à ce qu'on m'avait appris à l'école. Réécrire le discours à l'aune des symboliques et réalités africaines, c'est l'objectif. L'Afrique a des experts qui peuvent adopter une démarche scientifique et parler en son nom. Il s'agit de donner aux nouvelles générations les outils pour mieux comprendre leur histoire et surtout mieux saisir le sens de ces objets qui seront restitués à l'Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à vous, Estelle Oropazou, pour la présentation du journal. Rendez-vous donc demain déjà avec Ania Tonifade Bello, qu'on va retrouver dans un instant sur Autant Savoir pour la suite du grand rendez-vous. Autant Savoir, ce soir, nous parlons du métier de blogueur. Il paraît que tout le monde peut devenir blogueur. Mais comment? On va répondre à la question dans un instant. Suis d'abord le reportage. C'est un commentaire sur image. Le blogging, un concept très en vogue sur les réseaux sociaux actuellement. Il consiste à entretenir un blog. Quant au blog, il s'agit d'une page personnelle ou d'entreprise comportant des avis, des liens ou chroniques périodiquement créés par son ou ses auteurs sous forme de posts. Ces articles peuvent rendre compte d'une actualité. Le blogging est une activité à part entière qui peut même devenir le métier d'un individu qui s'y donnerait à plein temps. Au Bénin, les blogueurs sont présents et même réunis en association avec un bureau dirigeant. L'un des avantages du blogging est qu'il est essentiellement libre avec ses propres contraintes que le blogueur lui-même se définit. Et cet avantage est aussi ce qui le différencie du journalisme qui est soumis à des règles beaucoup plus strictes. La liberté des blogueurs devrait donc leur permettre de traiter l'information de manière moins partielle. À l'origine, les blogs étaient du genre personnel, de journaux numériques personnalisés. Même s'il en existe toujours, d'autres genres de blogs sont apparus, comme les blogs généralistes traitant de tous les sujets, des blogs spécialisés avec des sujets spécifiques et une ligne éditoriale claire, mais aussi des blogs professionnels liés à une profession bien précise.
Ce n'est donc pas le choix qui manque si vous voulez devenir blogueur, chers téléspectateurs. Ah, lui, il est déjà président en tant que blogueur, puisqu'il est le président des blogueurs, de l'association des blogueurs du Bénin. Bonsoir, Maurice Tantan. Bonjour, Achim Gaba. Mais c'est un plaisir de te retrouver sur le grand rendez-vous, parler de blogueur pro, on peut le dire ainsi. Hein. Vous bien êtes sûr, le bien sûr. professionnel C'est un plaisir d'être présent sur ce plateau avec vous. Avec nous. Merci beaucoup. Aniat Onifadebelo, bonsoir. Assiom Simplice Kaba, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah oui, c'est un plaisir. J'aime bien le deuxième prénom, Simplice. Il faut souvent l'appeler. C'est très simple aussi. Bien sûr. Alors, on parle de blog, on parle de blogueur, le métier de blogueur. Vous avez dit que tout le monde peut l'être. Eh oui, on le dit souvent, hein, tout le monde peut l'être, mais le président de l'association des blogueurs nous le confirmera ou nous l'infirmera sur ce plateau. C'est d'ailleurs ma première question à l'endroit de Maurice Tantan. Est-ce que tout le monde peut devenir blogueur? Oui, je pense que sur le principe, devenir blogueur est ouvert à tout le monde, à toute personne qui désire créer son blog. Je ne pense pas qu'il y ait une condition ou des conditionnalités particulières pour aller vers le blogging. Il faut juste préciser que la personne qui désire ouvrir un blog, mais qui désire devenir blogueur, doit savoir exactement ce qu'il veut faire, sur cet espace qu'elle va créer. Donc, il faut que la personne sache que je veux parler de tel sujet, je veux le faire sous telle forme, parce qu'un blog, ce n'est pas exclusivement des écrits, ça peut être aussi des contenus vidéo, comme des contenus photographiques, donc des images, du contenu multimédia par exemple, à côté des contenus éditoriaux. Et donc, à partir du moment où une personne a décidé d'aller porter son point de vue à l'attention d'un certain nombre de personnes, d'une communauté, il crée son blog, et puis je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui empêche quelqu'un de créer son blog. D'accord, alors ce n'est pas limitatif. Pas du tout. Alors si on s'entend sur le fait que être blogueur n'est pas limitatif, quel est le profil type d'un blogueur? Difficile de le dire. Difficile de le dire. Ce que je remarque, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que généralement les blogueurs sont des personnes jeunes, étudiants ou nouvellement diplômés, qui ont une passion pour l'écriture d'abord, passion pour l'écriture, et donc qui décident d'écrire sur un blog, ou pour une autre discipline qu'ils souhaitent embrasser après, ou bien dont ils souhaitent juste en parler comme ça parce qu'ils sont passionnés. Donc je prends le cas de la mode, ou bien de la gastronomie, ou de la cuisine, ou juste du lifestyle, des sorties et tout. Donc il y a des gens qui sont juste passionnés par ça, et parfois ils ont accumulé des connaissances en la matière qu'ils décident à un moment donné de partager. Vous prenez quelqu'un qui aime bien sortir à Cotonou, mais qui a fini par faire le tour des restaurants de Cotonou, qui est un fin gourmet, et donc qui décide de créer un blog sur la gastronomie, et il peut noter des restaurants ici et là, la cuisine de tel restaurant par rapport à tel restaurant. Et ça, ce n'est pas une formation qu'il a suivie forcément dans une école, mais c'est la passion, ça part de ses connaissances qu'il a accumulées au fil du temps. Il va vous dire par exemple que sinon là, dans la rue, s'il prépare très bien. C'est justement en fait ça la grosse responsabilité du blogueur, parce que tout ce qu'il met comme contenu ne tient qu'à son avis personnel. Voilà, son avis personnel. Ou comme maman Maurice prépare du bon à bobo à gamin. Bon, c'est vous taquiner. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'espère que vous allez payer pour la publicité après. Bien sûr, hein, et il va payer à bobo. Alors déjà, moi je me demande, hein, c'est aussi l'occasion de partager avec nous votre expérience. Comment vous particulièrement vous en êtes arrivé au blogging? Moi, c'est aussi une histoire de passion, si je peux le dire ainsi. J'ai commencé à faire mes premiers blogs dans tout début 2010. Mais ça vraiment parce que j'en ai entendu parler comme ça à la radio, et puis je suis allé pour voir ce que ça donne, ce que c'est. Et très rapidement, moi, je me suis attaché à tout ce qui est nouvelles technologies. Et donc, j'ai découvert ces nouveaux outils, l'avènement des réseaux sociaux au Bénin, que ce soit Facebook entre 2008 et 2009, que Twitter 2010. Et donc,
Juste par curiosité et pour aller à la découverte. Sinon, mon premier vrai blog sur lequel j'ai écrit pendant longtemps et sur lequel je continue d'écrire quelquefois encore maintenant, je l'ai créé en 2013. Donc je l'ai créé en 2013. 6 ans, hein? Oui, ça fait 6 ans que je l'ai créé, donc je l'ai animé pendant 4 années de façon régulière. Depuis 2017, c'est un peu moins régulier que j'écris là-dessus, mais je continue d'y écrire 2 ou 3 fois par an depuis 2017. D'accord. Voilà un canal d'expression alors sur lequel en fait vous êtes libre de dire ce que vous pensez, de donner votre avis. Maintenant, quand on parle de liberté, est-ce qu'il y a des limites justement aux blogueurs? Oui, il y a toujours, quand on parle de liberté, il y a toujours une limite. Comme dit quelqu'un, la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Voilà, donc vous êtes sur votre blog, c'est un espace personnel qui vous appartient et vous décidez de mettre le contenu que vous souhaitez, mais en respectant un certain nombre de normes sociétales, comme juridiques, comme réglementaires. Donc si vous êtes dans une société où il y a des lois, vous êtes obligé de les respecter. De tenir compte de ces lois-là. Donc généralement, les gens, le public ou les utilisateurs ont tendance à penser que Internet, les réseaux sociaux est une zone de non-droit. Mais je pense que c'est de moins en moins ça dans la perception des gens depuis qu'on a un code de numérique. Mais vous vivez là pour le monde, c'est forcément pas... Oui, en fait, vous pensez la liberté, c'est par rapport au temps. Je pense que la liberté que le blogueur a surtout, c'est par rapport au temps, parce que c'est la différence entre lui et un journaliste, par exemple, qui n'est pas tenu par, je sais pas, une ligne éditoriale. Un genre, même voilà, journaliste. Un genre, même journaliste, voilà, qui n'est pas tenu par une ligne éditoriale définie peut-être par des patrons ou bien une hiérarchie. Voilà, la seule hiérarchie qu'il est là, c'est la liberté que lui se permet en tant que blogueur. Généralement, vous êtes seul sur votre blog. Donc, si vous décidez d'écrire sur un ton aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de personne externe qui va vous dire n'écrivez pas. Vous allez envoyer après. La seule personne qui peut vous, je sais pas, revenir là-dessus, et ça aussi c'est a posteriori, c'est peut-être votre public, c'est peut-être votre lectorat qui en commentaire peut approuver ou désapprouver le contenu que vous avez mis. D'accord. Alors nous allons peut-être susciter des vocations au sein des téléspectateurs, c'est l'occasion de leur apprendre comment est-ce qu'on devient un blogueur. Est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour devenir blogueur? Oui, forcément, il y a des étapes. Moi je pense que aujourd'hui, si je peux dire à quelqu'un s'il veut devenir blogueur, c'est 2 ou 3 étapes au moins. La première, il faut définir par avance pourquoi vous voulez bloguer et sur quoi. Donc, quelle est votre motivation? Bon, et en cela, il faut exclure certaines choses. Si c'est de gagner de l'argent, il ne faut pas aller, parce que ça ne va pas vous rendre riche, en tout cas pas immédiatement. Pas dans les premiers mois. Pas dans les premiers mois, pas dans les premières années peut-être. Donc, il faut exclure ça. Pourquoi? C'est parce que vous êtes passionné ou bien parce que vous avez envie de parler de quelque chose. Oui, ça, c'est un bon mobile. Donc, une passion. Donc, je ne peux pas avoir une entreprise et avoir un blog pour mon entreprise? Ça, c'est un autre débat. Je pense que vous pouvez créer, c'est pour ça que je dis, si vous voulez créer pour votre entreprise, ça aussi, c'est valable. Ça, c'est un blog d'entreprise. Un blog de profession. De profession. Vous parlez que de votre entreprise, de vos produits, de vos services. C'est valable. Maintenant, généralement, une entreprise, il va créer un site web, portefeuille vraiment de ses services et produits. Et ça aussi, ça respecte d'autres normes. Donc, après, si vous n'avez pas forcément les moyens de prendre un développeur ou bien un webmaster pour vous construire un site à 500 000 ou à 1 million de francs, vous pouvez commencer par un blog. Sur un blog. Donc, dès que vous avez défini le motif, il faut définir aussi le sujet. De quoi vous voulez parler. Et en cela, il faut savoir que vous ne pouvez pas parler de tout. Et vous ne pouvez pas parler non plus de ce que vous ne connaissez pas. Oui, mais est-ce que ça ne fait pas partie des options? Le commentaire sur Image que nous avons suivi en a parlé. Il paraît qu'il y a des blogs généralistes. Avec un blog généraliste, vous êtes un touche-à-tout en quelque sorte. Oui, c'est possible. En fait, mais en réalité, est-ce que c'est pertinent? Non. Ce n'est pas pertinent d'embrasser trop de choses. Parce que ce qui se passe, le blog évolue dans un environnement aux côtés des médias d'information. Voilà, donc si vous venez écrire un blog qui va parler à la fois de sport, de société, de santé, d'environnement, etc., vous embrassez tout. Voilà, et ça ne va pas vraiment, vous ne serez même plus original, vous ne serez pas
pertinent. Alors, parce qu'il y a il faut l'originalité. Il faut de l'originalité dans ce que vous allez mettre. Il faut vraiment... L'originalité va venir en fait de la spécificité du sujet. Il faut choisir un sujet spécifique et ce sujet spécifique doit être un sujet que vous maîtrisez. Soit vous avez une formation professionnelle, si vous êtes expert comptable, vous pouvez parler de comptabilité. Si vous êtes médecin, vous pouvez parler de santé. Et là encore, on voit que le champ est vaste. Vous pouvez choisir juste un aspect, une discipline précise. La santé de l'enfant, par exemple, et vous vous occupez exclusivement de ça. Et donc, en tant que tel, vous aurez plus de facilité à mobiliser les lecteurs à venir lire votre contenu que si vous mettez un blog un peu foutou, si vous me permettez cette expression, qui ne va vraiment finalement attirer personne. Parce que les gens viendront parce qu'il y a un sujet spécifique. Et après ça, il faut choisir la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme la mieux conseillée, c'est WordPress. Oui, donc, mais aujourd'hui, il y a encore d'autres façons de pouvoir avoir un blog que WordPress. Oui, il y a d'autres plateformes. Le temps est fini? Le temps est terminé. Hein, totalement? Oui, il y a Marché qui nous a fait de grands signes. D'accord. Peut-être qu'on reviendra dessus demain. Bien sûr, on reviendra dessus demain. On aura même encore l'occasion d'avoir un format beaucoup plus élargi pour revenir sur le blogueur parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est une opportunité à saisir. Bien sûr. Merci beaucoup à vous, Agnette. Merci Maurice. Merci à très bientôt. Oui. Le grand rendez-vous, on va jeter un dernier coup de regard sur le tableau météo avant de partir. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'était un plaisir et le plaisir sera toujours grand quand on aura bien sûr l'opportunité de partager ces moments de plaisir avec vous, chers téléspectateurs. Demain 19h00, un autre grand rendez-vous pour vous. Bonne soirée sur BB24. Ciao.